Imaginez la scène. On est dans la rue ou même dans un salon et soudain, une personne s'effondre. Ou bien un accident grave se produit juste devant nos yeux. Ouais, le genre de situation qui glace le sang. Exactement. Et là, l'instinct le plus profond de l'être humain, notre fameux élan de solidarité, c'est bien souvent la chose qui risque d'être la plus meurtrière. C'est terrible à dire, mais oui. Se jeter immédiatement sur une victime pour l'aider, sans réfléchir, c'est en réalité la pire erreur possible. C'est une vérité qui dérange, qui va à l'encontre de tout ce que les films d'action nous ont inculqué, mais c'est le point de bascule entre le sauvetage et la tragédie. C'est un point de départ saisissant pour notre discussion, mais redoutablement exact. Face au chaos, qu'il s'agisse d'un accident domestique ou d'un malaise en public, la panique prend presque toujours le dessus. Le cerveau humain, il déteste le vide. C'est clair. Et donc, l'instinct nous dicte d'agir, vite, quitte à faire n'importe quoi. Et c'est précisément pour cela que notre exploration en profondeur d'aujourd'hui est si cruciale. On plonge au cœur des concepts abordés dans un ouvrage fascinant dédié aux premiers secours. L'idée ici, pour quiconque nous écoute, ce n'est pas d'étudier un manuel médical hyper complexe. Non, pas du tout. On ne va pas apprendre un jargon réservé aux chirurgiens. Il s'agit plutôt de comprendre comment maîtriser cette fameuse panique. L'ouvrage pose une problématique passionnante. Sauver une vie, est-ce que ça repose sur des connaissances médicales poussées ou s'agit-il avant tout de dompter ses propres émotions pour appliquer une méthode stricte, presque mécanique? Eh bien, l'auteur tranche le débat assez lourdement vers la méthode. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette approche, c'est qu'elle déconstruit l'image du héros providentiel, tu sais. Le fameux héros de film d'action. Voilà. Le calme face à une urgence, ça ne provient pas d'un courage inné. Ça provient d'une structure mentale claire, d'une sorte d'algorithme de pensée préétabli. L'objectif de l'ouvrage, c'est de fournir cette grille de lecture pour remplacer l'improvisation totale par une logique implacable. D'accord. Décortiquons un peu tout ça, parce que la toute première règle exposée m'a laissé un peu perplexe au départ. Ah oui, laquelle? On parle de protéger avant d'agir. Concrètement, le livre insiste sur le fait que la priorité absolue, avant même d'effleurer une personne en détresse, c'est de penser à sa propre sécurité. C'est la base, oui. C'est une notion qui me rappelle fortement la fameuse consigne dans les avions, tu sais, ajuster son propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Mais je dois admettre une certaine réserve. C'est facile de faire des mathématiques froides sur le papier. C'est vrai que la théorie, c'est bien beau. Mais si un membre de notre famille souffre ou s'électrocute, l'instinct de se jeter dessus, c'est un court-circuit émotionnel total. Cette approche de retrait, elle ne semble pas profondément contre nature. Elle est totalement contre nature. Et c'est justement pour cela qu'elle doit être apprise et répétée. L'ouvrage détaille ce concept sous le nom de suraccident, et en fait, il s'agit d'une simple survie arithmétique. De l'arithmétique. Oui, prenons un exemple concret. Une personne s'électrocute avec un outil de bricolage défectueux dans son garage. Le courant électrique continue de traverser son corps. Si un témoin cède à son instinct émotionnel et saisit la victime à main nue pour la tirer de là, le courant le traverse instantanément à son tour. Ah oui, le sauveur devient un conducteur électrique. Exactement. Et là, on passe immédiatement d'une victime à deux. Le premier témoin est neutralisé, le drame est doublé, et surtout, il n'y a plus personne pour appeler les secours. C'est glaçant dit comme ça. L'ouvrage donne un autre exemple frappant avec les accidents de la route nocturne. Si un individu traverse une voie rapide dans l'obscurité pour aider un blessé, sans avoir mis de gilet réfléchissant, sans avoir balisé la zone avec des feux de détresse ou un triangle, la probabilité d'être fauché par le véhicule suivant est immense. C'est presque du suicide involontaire. C'est ça. D'ailleurs, la loi française impose de porter secours, c'est le fameux délit de non-assistance à personne en danger, mais le texte juridique précise toujours une chose fondamentale. Sans risque pour soi ou pour les tiers. Exactement, sans risque pour soi. Ce qui enlève une énorme part de culpabilité en fin de compte. En lisant ça, j'ai eu l'impression que l'ouvrage nous donne presque la permission d'être égoïste pendant quelques secondes. Juste le temps de couper un compteur électrique, de retirer la clé de contact d'une voiture accidentée, ou même d'éloigner une foule de curieux. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la préservation de la chaîne de secours. Si le premier maillon casse, tout s'effondre. Le seul moment où l'ouvrage autorise à briser cette règle de la distance de sécurité, c'est lors d'un dégagement d'urgence. Mais là encore, les conditions décrites sont extrêmement restrictives. On ne déplace pas une victime pour un oui ou pour un non, n'est-ce pas? Surtout pas. Le dégagement d'urgence, c'est la seule exception, justifiée uniquement face à un danger vital, immédiat, réel et incontrôlable. Il faut vraiment que ce soit une question de secondes. Voilà. Il faut qu'il y ait une menace de mort imminente qu'on ne peut ni supprimer ni isoler. L'ouvrage cite des cas très spécifiques, par exemple,
Une voiture dont le moteur commence à prendre feu. Ou une caisse fermée qui se remplit d'une épaisse fumée toxique. Ou le cas classique de la personne inconsciente sur une voie ferrée avec un train en approche. Exactement. Dans ces situations-là, on n'a plus le temps de réfléchir à la procédure standard. Mais dans ces cas de figure précis, comment on procède? Parce qu'on entend souvent dire, depuis toujours, qu'il ne faut jamais, au grand jamais, déplacer un blessé par peur d'aggraver une lésion de la colonne vertébrale. C'est le grand dilemme classique. Mais face à un feu ou un train, le risque d'aggraver une blessure vertébrale, il devient totalement secondaire par rapport au risque de mort certaine. Mieux vaut être paralysé que mort, en résumé. Des techniques rudimentaires pour ces cas extrêmes. Saisir la victime par les poignets ou les chevilles et la tirer au sol le plus rapidement possible, sur une distance très courte, juste assez pour la mettre hors de portée du danger immédiat. Mais l'auteur insiste lourdement, cela reste une manœuvre d'ultime recours. Bien. Imaginons la suite logique. Le compteur est coupé, la zone est sécurisée. Le danger initial est écarté. À ce stade, la tentation de jouer au médecin est très forte. Mais l'urgence, explique l'ouvrage, n'est toujours pas d'ordre médical. Elle est purement logistique. C'est une étape que beaucoup oublient. Une fois la zone sûre, il faut alerter. Et c'est effrayant de lire à quel point le stress peut provoquer une véritable amnésie. Face au chaos, le cerveau fait une sorte de réinitialisation complète et il est super fréquent d'oublier jusqu'aux numéros les plus basiques. Ah oui, c'est un phénomène neurologique bien connu, ça s'appelle la surcharge cognitive. Sous l'effet de l'adrénaline, le cortex préfrontal, qui gère notre logique, est complètement court-circuité par l'amygdale, qui gère la peur. Donc on devient littéralement incapable de réfléchir. C'est exactement ça. C'est pourquoi l'apprentissage des premiers secours repose sur la répétition mécanique. L'ouvrage rappelle les piliers de l'alerte en France, ces numéros d'urgence qui doivent devenir des automatismes absolus. Le fameux trio. Oui, le 15 pour le SAMU, dédié aux urgences médicales, le 17 pour la police ou la gendarmerie, pour tout ce qui est problème d'ordre public, et bien sûr le 18 pour les sapeurs-pompiers, orientés vers les incendies, les accidents de la route et les sinistres. Ce qui soulève d'ailleurs une inquiétude très fréquente chez les gens qui n'ont pas l'habitude. Que se passe-t-il si, sous l'effet de cette panique dont on parlait, on compose le mauvais numéro ? Genre, face à une crise cardiaque, on appelle le 18 au lieu du 15. Est-ce que c'est une erreur fatale ? C'est une excellente question et l'ouvrage se veut hyper rassurant sur ce point précis. En France, ces services de secours sont interconnectés. Leurs centres d'appel communiquent en temps réel. Ouf, c'est déjà ça. Une erreur de numéro ne signifie pas que l'appel est perdu ou qu'on va vous raccrocher au nez. L'opérateur basculera immédiatement la communication vers le bon service. En fait, ce qui compte réellement, ce n'est pas tant le numéro composé que la qualité et la précision des informations qu'on transmet. Et c'est là que l'ouvrage introduit la fameuse notion de bilan. Le témoin devient en quelque sorte les yeux de l'opérateur téléphonique. Mais honnêtement, comment faire un bilan quand on n'a strictement aucune formation médicale ? Le terme lui-même, bilan, ça semble impliquer l'utilisation d'un stéthoscope ou d'outils compliqués. C'est toute l'élégance de la méthode expliquée dans le livre. L'évaluation des fonctions vitales y est ramenée à sa plus stricte simplicité. Pas besoin de stéthoscope, rassure-toi. D'accord, donc on fait quoi en premier ? Il s'agit d'abord d'évaluer l'état de conscience de la personne. Pas besoin de matériel. Il suffit de stimuler la victime en posant des questions simples. M'entendez-vous ? Que s'est-il passé ? Et en tenant des ordres basiques. Du style « ouvrez les yeux ». Oui, ouvrez les yeux ou serrez-moi la main. Si la personne réagit, cligne des yeux ou serre la main, on a la preuve immédiate, sans aucun doute, que son système nerveux central, le cerveau, est oxygéné et fonctionne. Et si le silence répond à ces questions ? Si elle ne bouge pas du tout ? L'ouvrage indique que c'est là qu'on passe à la vérification de la respiration, c'est ça ? Absolument. Si la victime est inconsciente, la priorité vitale, c'est de savoir si elle ventile. L'auteur explique la technique en détail. On bascule doucement la tête de la victime en arrière, tout en soulevant son menton. Pourquoi on fait ça physiquement ? C'est une manœuvre mécanique toute simple qui permet de décoller la langue du fond de la gorge et de libérer les voies aériennes. Souvent, la langue bloque l'air quand on est inconscient. Ensuite, on approche son oreille de la bouche de la victime et on utilise 3 sens. Lesquels ? On regarde si le ventre ou la poitrine se soulève. On écoute d'éventuels bruits respiratoires. Et on sent le souffle sur sa propre joue. Cette évaluation globale prend à peine 10 secondes, mais elle est fondamentale, car elle dicte intégralement l'intervention physique qui va suivre. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on franchit le cap de la simple observation pour entrer dans l'action de survie pure et dure.
Et la façon dont le livre explique les gestes de secours utilise une analogie que j'ai trouvée fascinante. L'analogie mécanique, oui. Exactement. Le corps humain y est décrit presque comme la mécanique d'une voiture. Il y a une pompe principale, le cœur, une tuyauterie complexe, le réseau sanguin, et un système d'admission d'air, les poumons. Lorsque l'un de ces systèmes lâche, le témoin n'a pas d'autre choix que de devenir l'opérateur de secours, la machine de remplacement en fait. C'est une image très puissante pour démystifier le corps humain. Prenons l'étouffement, par exemple. C'est classique lors d'un repas. L'étouffement, c'est le parfait exemple d'une panne mécanique d'admission d'air. Mais l'ouvrage insiste sur une distinction capitale entre l'obstruction partielle et l'obstruction totale. C'est vraiment le point où beaucoup de gens font une énorme erreur. Quelle est la différence visuelle pour nous, témoins? Dans une obstruction partielle, la personne tousse bruyamment. Elle respire encore un peu, elle peut parfois émettre des sons. Et là, l'instinct, c'est de taper dans le dos. Eh bien justement, la consigne est stricte. On ne touche à rien. On ne fait rien du tout? Rien. On encourage simplement la personne à tousser, car la tousse est le mécanisme d'expulsion naturel le plus puissant du corps humain. Frapper dans le dos d'une personne qui tousse, ça pourrait faire glisser le corps étranger plus bas et transformer l'obstruction partielle en obstruction totale. Ah oui, on aggrave la situation. Mais alors, si l'obstruction est déjà totale, la scène terrifiante au restaurant où la personne se lève, porte les mains à son cou, la bouche grande ouverte, mais dans un silence absolu. L'air ne passe plus du tout. Là, on n'a plus le choix. La machine de remplacement entre en jeu avec la célèbre méthode de Heimlich ou les compressions abdominales. Le but est de se placer derrière la victime, de mettre son poing fermé au creux de son estomac et de tirer un coup sec vers l'arrière et vers le haut. L'explication physique donnée dans le livre est brillante, je trouve. Oui, on utilise en fait le diaphragme humain comme un piston. En comprimant l'abdomen, on repousse brutalement le diaphragme vers le haut, ce qui écrase la base des poumons. Cela crée une surpression d'air soudaine à l'intérieur de la trachée qui va agir comme... Comme un bouchon de champagne. C'est ça, Hein? comme un bouchon de champagne expulsant le morceau de viande coincé. Mais cette pression, elle doit être exercée avec une force considérable. Ce qui m'amène à une question angoissante. Qu'en est-il si la victime est un nourrisson? On ne peut décemment pas appliquer une telle pression sur le ventre d'un bébé d'1 an sans causer des dommages internes catastrophiques. L'ouvrage fait une distinction claire là-dessus. Absolument, et c'est vital. L'anatomie d'un nourrisson exige une toute autre approche. Leurs organes, et tout particulièrement le foie, sont proportionnellement beaucoup plus gros et moins bien protégés par les côtes que chez un adulte. Donc, appliquer Heimlich sur un bébé. Ça risquerait de provoquer une hémorragie interne mortelle. L'ouvrage explique qu'il faut plutôt placer le nourrisson à plat ventre sur son avant-bras, la tête légèrement penchée vers le bas, et ensuite on applique jusqu'à 5 claques sèches entre les omoplates avec le talon de la main. D'accord, donc c'est l'onde de choc des claques. Oui, l'onde de chaque combinée à la gravité. C'est ça qui permet de déloger l'objet en toute sécurité. Une nuance vraiment vitale pour ceux qui ont des enfants. Passons maintenant à la défaillance de la pompe, l'arrêt cardiaque. C'est sans doute la situation qui tétanise le plus l'esprit commun. C'est l'urgence absolue. La victime est au sol, inconsciente, sans respiration. On dispose de quelques minutes avant que le cerveau ne soit détruit par le manque d'oxygène. C'est là qu'intervient la réanimation cardiopulmonaire, le fameux massage cardiaque. Mais là encore, l'ouvrage démonte un mythe hollywoodien très tenace. Masser le cœur ne sert pas à le faire redémarrer. J'avoue que ça m'a scotché. C'est une erreur de compréhension ultra répandue. Beaucoup de gens s'attendent à ce qu'après quelques compressions thoraciques, la victime ouvre grand les yeux, prenne une grande inspiration et se relève en toussant, comme dans les séries médicales. La fameuse scène du réveil miraculeux. Voilà. Mais ce n'est pas du tout le cas. Lors d'un arrêt cardiaque, la pompe est à l'arrêt. Le sang stagne, l'oxygène n'atteint plus le cerveau. En massant, le sauveteur remplace littéralement la pompe. C'est mécanique. On devient le cœur de l'autre personne en fait. Exactement. L'objectif mécanique est d'écraser le cœur, qui est situé entre le sternum et la colonne vertébrale, en appuyant fort. Et quand on dit fort, c'est de 4 à 5 cm de profondeur chez un adulte. C'est énorme, 5 cm. Oui, cet écrasement va chasser manuellement un peu de sang oxygéné vers le cerveau. C'est un acte de maintien en vie artificiel. En attendant les secours ou l'arrivée d'un défibrillateur. Et le rythme décrit 30 compressions pour 2 insufflations. Ça semble nécessiter une endurance phénoménale. Écraser un thorax humain en continu à une cadence de 100 à 120 compressions par minute, c'est du sport de haut niveau. C'est extrêmement épuisant sur le plan physique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est fortement recommandé de se relayer si d'autres témoins sont présents. Mais l'essentiel, la règle d'or, c'est de ne jamais s'arrêter.
parce que si on s'arrête, la pression retombe. Exactement. Chaque interruption fait chuter la pression sanguine artificielle qu'on essaie tant bien que mal de maintenir dans le cerveau. L'auteur dit une chose très forte, mieux vaut un massage cardiaque imparfait, voire même fracturer une ou deux côtes au passage. Ce qui arrive souvent, apparemment. Très fréquemment, oui. Mieux vaut ça plutôt que de ne rien faire du tout. Une côte cassée, ça se répare. Un cerveau non oxygéné pendant 5 minutes, c'est irréversible. Du pragmatisme à l'état pur. Parlons de la troisième grande défaillance abordée, l'hémorragie, la rupture de notre fameuse tuyauterie sanguine. Le principe global semble évident, boucher le trou. Comprimer fortement la plaie, oui. Cependant, l'ouvrage met en lumière une règle stricte concernant les objets incrustés. Que ce soit un éclat de verre profond, un outil après un accident de bricolage, ou même un couteau. L'instinct premier, ça pourrait être de retirer l'objet pour nettoyer la plaie. Mais c'est une action catégoriquement prohibée. Pourquoi ? C'est ce qu'on appelle l'effet bouchon. Et c'est là que l'explication physiologique de l'ouvrage prend tout son sens. L'objet tranchant a certes sectionné des vaisseaux sanguins en entrant, mais tant qu'il reste en place, son propre volume obstrue partiellement la brèche qu'il a créée. Il bouche le trou qu'il a lui-même fait. C'est ça, il retient le sang à l'intérieur de l'artère ou de la veine. Si un témoin retire cet objet, il enlève le bouchon. La pression artérielle va projeter le sang à l'extérieur, transformant une blessure grave en une hémorragie massive et foudroyante en quelques secondes. Donc on y touche sous aucun prétexte. Jamais. La consigne est de comprimer avec un tissu propre tout autour de l'objet, en faisant extrêmement attention à ne pas l'enfoncer davantage, et on attend l'équipe médicale. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire au fond ? Jusqu'ici, en nous écoutant, on pourrait penser que cet ouvrage ne s'applique qu'aux scènes d'accidents hyper spectaculaires ou au cinéma. Pourtant, l'auteur a eu l'intelligence de diviser les connaissances par environnement de la vie quotidienne. Oui, la maison, la route, les loisirs. Ce n'est pas un annuel de traumatologie de guerre, c'est vraiment un mode d'emploi pour survivre à son propre quotidien. Prenons les accidents domestiques. L'ouvrage traite des intoxications médicamenteuses hyper fréquentes chez les jeunes enfants curieux. L'instinct de beaucoup de parents, c'est de forcer l'enfant à vomir pour expulser le produit toxique. Mais l'auteur dit que c'est une grave erreur. C'est même l'une des erreurs les plus dangereuses listées dans le livre. Il y a 2 raisons physiologiques à cela. Lesquels ? D'abord, si le produit avalé est corrosif, comme un produit d'entretien ménager par exemple, il a brûlé l'œsophage en descendant. Provoquer le vomissement, c'est forcer ce même produit corrosif à repasser par l'œsophage, le brûlant une seconde fois de manière irrémédiable. Ah oui, le double effet. Dévastateur. Ensuite, il y a le risque majeur de fausse route, ce qu'on appelle l'inhalation. L'enfant risque d'aspirer son propre vomissement dans ses poumons, ce qui provoque une détresse respiratoire aiguë. La seule action valable, c'est d'appeler immédiatement le centre antipoison ou le SAMU. On garde l'emballage à portée de main, j'imagine. Oui, pour donner le nom exact du produit. Et surtout, on ne donne rien à boire, pas même du lait. Ah, le fameux mythe du lait comme antidote universel. C'est un vieux mythe très tenace, mais c'est faux et dangereux. L'ouvrage excelle vraiment dans la déconstruction de ces vommettes de grand-mère qui s'avèrent être des périls publics. Sur la route aussi, il s'attaque au mythe du casque de moto. Si un motard chute, le réflexe naturel pour l'aider à respirer ou lui parler, c'est de vouloir lui retirer son casque. L'ouvrage martèle cette consigne. Le casque d'un motard accidenté doit rester sur sa tête. La seule et unique exception, c'est si le motard est inconscient et ne respire plus du tout. Dans ce cas-là, la réanimation prime. Oui, la ventilation devient la priorité sur tout le reste, donc on l'enlève pour libérer le voie aérienne. Mais s'il ventile, le casque joue le rôle d'une attelle cervicale naturelle. Il maintient l'alignement parfait de la tête et du cou. Le retirer de manière inexperte risque de provoquer un déplacement vertébral minime. Ce qui pourrait sectionner la moelle épinière. Exactement, transformant une blessure récupérable en une paralysie définitive. Ce concept de protection, de ne pas suragir, on le retrouve aussi dans le chapitre des loisirs, par exemple lors d'une simple brûlure de barbecue. L'auteur balaye d'un revers de main l'application de corps gras, de beurre ou de pommade miracle. J'avoue que coup du beurre, j'ai vu mes grands-parents le faire. On l'a tous vu, mais là encore c'est une question de physique élémentaire. Une brûlure thermique ne s'arrête pas au moment où on retire la source de chaleur. L'énergie thermique emmagasinée dans la peau continue de cuire les tissus en profondeur. Donc ça continue de brûler de l'intérieur. C'est ça. Si on applique du beurre ou un corps gras, on crée un film isolant qui empêche cette chaleur de s'échapper. En fait, on cuit la blessure à l'étouffer, ce qui aggrave la lésion. La seule réponse immédiate préconisée, c'est l'eau du robinet. De l'eau froide. Une eau tempérée ruisselante sur la zone brûlée pendant de longues minutes pour dissiper mécaniquement cette énergie thermique.
C'est fascinant de voir comment chaque geste repose sur une logique implacable. Et c'est la même approche scientifique pour l'hypothermie, après une chute dans l'eau glacée par exemple. Pendant des décennies, on a cru qu'il fallait frictionner vigoureusement la personne gelée pour relancer la circulation. Et l'ouvrage nous explique que c'est une excellente façon de provoquer un arrêt cardiaque. C'est dingue. Pourquoi? Ce mécanisme biologique est particulièrement complexe, mais l'auteur le vulgarise brillamment. En hypothermie, le corps humain déclenche un mécanisme de défense de survie. Il ferme les vaisseaux sanguins des bras et des jambes pour concentrer tout le sang chaud vers les organes vitaux, au centre du corps. Pour protéger le cœur et le cerveau. Voilà. Le sang qui reste bloqué dans les membres devient non seulement glacé, mais aussi très acide. Si un témoin frictionne vigoureusement ses membres glacés, il force la réouverture des vaisseaux. Et donc tout ce sang mauvais retourne au centre. Tout ce sang froid et toxique retourne violemment vers le cœur, provoquant un choc tel que le cœur entre immédiatement en fibrillation ventriculaire. En arrêt cardiaque, quoi. C'est ça. C'est pourquoi le réchauffement doit être lent, passif, en isolant simplement la victime avec des couvertures, sans jamais la masser. À la lecture de toutes ces mécaniques corporelles, de toutes ces destructions de mythes, on réalise la véritable valeur de cet ouvrage. Il ne s'agit pas seulement de connaître quelques gestes par cœur, il s'agit d'une transformation profonde de notre état d'esprit. On cesse d'être un spectateur passif, terrorisé à l'idée qu'un accident survienne, pour devenir un individu capable d'anticiper les dangers, de structurer le chaos. C'est un véritable outil d'empowerment. Complètement. On se surprend à observer son salon, l'espace autour du barbecue ou même le trajet en voiture avec un œil préventif plutôt qu'anxieux. Mais la théorie, aussi bien expliquée soit-elle dans les pages du livre, ça reste de la théorie. La conclusion logique de cette découverte pour l'esprit curieux, c'est l'impulsion presque irrépressible d'aller s'inscrire à une formation pratique. Sur le terrain. Oui, avec des professionnels pour inscrire ces mouvements mécaniques dans la mémoire musculaire de son propre corps. Et cette conclusion, tu sais, elle amène une réflexion qui dépasse même le cadre strict du livre. Nous avons passé ce temps à décortiquer des gestes manuels, l'humain qui remplace la machine défaillante de son prochain par la force de ses propres mains. C'est très artisanal au final. Mais nous évoluons dans une société où la technologie de santé personnelle explose. Aujourd'hui, on a des objets connectés portés au poignet qui sont capables d'analyser le rythme cardiaque, de détecter les fibrillations. Même de ressentir la violence d'une chute, non? Oui, et de composer automatiquement les numéros d'urgence en fournissant les coordonnées géographiques précises. C'est une forme d'assistance invisible, omniprésente. Et cela soulève une interrogation fondamentale pour l'avenir des premiers secours. Jusqu'où cette technologie s'immiscera-t-elle dans le sauvetage humain? Remplacera-t-elle le témoin humain faillible pour l'alerte précoce? Ou bien ces outils se transformeront-ils en assistants vitaux, capables de guider l'humain paniqué par des instructions vocales immédiates? On pourrait imaginer la montre nous dictant le bon rythme de compression thoracique pendant que l'adrénaline obscurcit notre jugement. Exactement. L'alliance de l'intelligence artificielle portable et du geste de survie ancestrale pourrait bien redéfinir la notion même de premier secours dans les années à venir. Une perspective vertigineuse, à méditer pour tous ceux de notre public qui s'intéressent à la survie humaine de demain. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de cet ouvrage essentiel. C'est le moment d'aller réviser nos classiques et peut-être de nous inscrire à la prochaine session de formation près de chez nous.